bienvenue dans ce deuxième interphone InnovTalk webinaire. Donc, celui-ci parlera donc de la digitalisation des entreprises. Je vais très rapidement me présenter. Donc, moi, c'est Laura Niedvorak. Je suis marketing manager chez Interphone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Interphone, Interphone est un opérateur télécom 100% dédié aux entreprises avec des solutions en centre téléphonique, téléphonie mobile et connexion Internet spécialement conçue pour les entrepreneurs. Donc voilà, donc je suis en bonne compagnie avec Jean-Philippe Parmentier, donc directeur de l'Infopôle. Et Jean-Philippe, je te laisse te présenter rapidement. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Laura l'a dit, Jean-Philippe Parmentier, directeur de l'Infopôle. L'Infopôle, en quelques mots, c'est un cluster qui regroupe un ensemble d'entreprises numériques. Et notre job, c'est à la fois de contribuer au développement du secteur numérique wallon et surtout de montrer qu'il y a plein d'acteurs en fait en Wallonie qui sont des grands spécialistes dans leurs différents domaines numériques et que ces spécialistes sont là pour vous, qui aident des entreprises on va dire, qui utilisent le numérique au quotidien ou qui allaient le faire davantage demain, que ces entreprises sont là pour vous, donc de montrer, comme je le dis parfois, on parle souvent de la Silicon Valley, mais en fait on a aussi des axes numériques importants en Wallonie, que sur le 42, sur le National 4, sur le 411, là il y a tous des axes où il y a beaucoup d'entreprises numériques de pointe qui existent, et donc on essaye aussi de faire leur promotion auprès de vous et de montrer qu'elles ont des solutions qui peuvent répondre à vos challenges. Merci. Donc, avant de commencer, je vous renseigne que vous pouvez à tout moment poser votre question. Donc, en bas, vous avez dans la barre, vous avez Q&R, donc questions et réponses. Donc, à tout moment, vous pouvez poser votre question et on y répondra à la fin sur la session questions-réponses. Voilà, bon, on va débuter. Donc, Jean-Philippe, en 2025, pourquoi est-il indispensable pour une entreprise de se digitaliser et quels sont les risques de ne pas le faire? Alors, toutes les entreprises, qu'elles soient très petites, parfois qu'on a une ou deux personnes, ou des entreprises beaucoup plus grosses, on a tous des challenges. On sait qu'aujourd'hui, chaque entreprise se doit d'être rentable. Enfin, je dis aujourd'hui, mais c'était déjà valable hier. On voit qu'il y a des augmentations de prix, que ce soit par rapport aux indexations salariales, aux matières premières, au coût de l'énergie, etc. Et donc, les entreprises, quelque part, doivent être de plus en plus efficaces. D'un autre côté, il y a aussi une concurrence, qu'elle soit plutôt locale ou européenne, ou voire même carrément internationale. Et donc, pour quelque part garder de la compétitivité, les entreprises, quelque part, doivent un peu se réinventer, innover dans leur manière de faire, que ce soit avec des développements, peut-être des nouveaux produits, des nouveaux services, mais aussi comment innover dans la relation avec le client, dans peut-être son marketing, dans sa politique de recrutement RH. Et le numérique, le digital, peut apporter des solutions, ou en tout cas venir aider les différentes entreprises, les différentes personnes qui travaillent dans ces entreprises pour faire ces challenges, que ce soit pour faire mieux, peut-être quelque chose qu'on faisait déjà aujourd'hui, le faire beaucoup plus vite, plus simplement, ou carrément être davantage innovant et disruptif. Et donc le digital permet de faire tout ça. Ouais. Et quels sont les premiers pas donc, à suivre pour digitaliser son entreprise? Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, déjà, si vous nous regardez sur le webinaire, il y a déjà un minimum d'informatique dans les entreprises. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas forcément vouloir courir sur toutes les thématiques digitales, mais c'est se dire, on entend aujourd'hui IA, cybersécurité, IoT, blockchain ou d'autres mots comme ça qui font l'actualité. Je pense que surtout important, c'est de pouvoir se dire quels sont les besoins de mon entreprise, sur quoi je veux m'améliorer, sur quoi je veux faire différemment, sur quoi je veux progresser, et de voir est-ce que c'est, par exemple, en travaillant sur l'organisation interne, est-ce qu'il y a besoin, comme je le disais tout à l'heure, de solutions digitales pour soit aider cette nouvelle organisation, cette nouvelle manière de faire, ou est-ce que le digital va peut-être remplacer d'anciennes manières de faire. Et donc, c'est plutôt se concentrer d'abord sur les challenges, sur les besoins, et de voir si oui ou non les différentes solutions digitales, que ce soit des logiciels qui existent ou des logiciels peut-être à faire sur mesure pour vous, ou des outils numériques, peuvent aider à atteindre ces challenges.
Donc, bien identifier ses besoins avant de se lancer. Oui, parce que si on se lance d'abord en se disant, on a vu, je sais pas moi, un nouvel ordinateur, un nouveau logiciel, on a entendu parler fatalement de tous les outils IA qui font vraiment le buzz pour le moment, on peut peut-être s'y mettre, mais ça ne va pas forcément, enfin parfois apporter la réponse au problème. On en parlera tout à l'heure, mais l'IA n'est pas forcément toujours la grande solution à tous les problèmes. Parfois, il y a des choses à faire en interne avant peut-être de s'attaquer au chantier de l'IA. Et comme vous le savez, ben, ce qui est difficile dans les entreprises, c'est de pouvoir changer, d'évoluer. Et donc, si on lance plein de chantiers en même temps, ou pas les bons chantiers, donc c'est-à-dire ceux qui vont apporter le plus de valeur, par exemple pour vos clients, pour vos collègues, votre entreprise, ben, on va se lancer dans des chantiers qui auront peu ou pas d'impact. Et donc, on risque de peut-être se disperser et de pas avoir les résultats attendus. Donc, se centrer sur les besoins, essayer de les prioriser et puis de voir dans quelle mesure il y a certains outils, certains changements de pratique qui peuvent vous aider. Donc, tu parles justement d'outils. Est-ce que, donc, quels sont les outils nécessaires, enfin essentiels pour une PME pour se digitaliser? Alors là, ça va dépendre. C'est vrai que à la fois, c'est sans doute la question que tout le monde se pose, mais il n'y a pas forcément je veux dire, un outil type que tout le monde doit avoir. Alors après, on voit quand même dans les grandes tendances, c'est que de plus en plus d'entreprises ont besoin de systèmes, je dirais, ERP. Donc, c'est un logiciel qui permet de gérer l'entreprise. Alors, ça va dépendre de ce que vous faites. Certains auront peut-être besoin d'un logiciel pour gérer la production, pour gérer les plannings, un logiciel, par exemple, de type CRM. Donc, CRM, c'est pour gérer toutes les interactions et les contacts avec le client. D'autres auront besoin peut-être de logiciels plutôt développés en comptabilité, facturation. Donc là, ça va dépendre un peu de votre type d'entreprise. Alors souvent, on a besoin de plusieurs briques comme celle que je viens de citer. Mais tout le monde n'a pas forcément besoin de tout, si ce n'est quand même qu'on voit, il y a quand même une tendance à cette digitalisation qui parfois nous est imposée. Sans doute qu'on en parlera une autre fois dans un autre webinaire, mais par exemple, à partir de 2026, il y a la e-facturation. Donc, ce n'est pas envoyer une facture en PDF électronique, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour ça, il faut avoir un logiciel de comptabilité qui permet d'envoyer de la e-facturation. Et donc, demain, on ne pourra plus, par exemple, envoyer une facture à une autre entreprise, donc dans le cadre de B2B, qu'on aurait peut-être fait dans Word aujourd'hui, qu'on aurait transformé en PDF et qu'on aurait envoyé. Et donc là, on sera forcé quelque part, ou les entreprises seront forcées de passer sur une solution digitale pour leur facturation. Bon, au-delà de ça, ça permet aussi peut-être de se mettre dans l'air du temps et de gagner peut-être du temps pour sa facturation. Donc voilà, pour les outils, je dirais pas qu'il y a un outil type, mais de nouveau se dire où je peux gagner du temps dans mon entreprise avec des outils, comment je peux faire mieux avec ces outils, et donc de pouvoir s'y intéresser, voilà, de nouveau en fonction des besoins, et alors aussi peut-être aussi en fonction de ce que vous avez déjà. Peut-être que certains, la première chose à faire, c'est par exemple d'installer peut-être un drive partagé, et parfois ça peut faire des changements. Pour d'autres, c'est peut-être essayer de rassembler les différentes données qui sont éparpillées dans l'entreprise. Pour d'autres, c'est peut-être vous avez déjà un logiciel aujourd'hui, on peut prendre pour la facturation, mais ça peut être un CRM, mais c'est peut-être de changer pour en adopter un nouveau qui correspond mieux à vos challenges, à vos besoins. Et pour d'autres qui sont déjà peut-être à un stade assez avancé en termes de digitalisation, c'est-à-dire que vous avez déjà des outils, vous avez déjà par exemple des systèmes qui parlent entre eux, c'est peut-être l'occasion d'aller mettre peut-être une couche d'intelligence artificielle, par exemple, pour mieux analyser ces données, ou ça peut être, je veux dire, de compléter le système. On peut imaginer une petite entreprise qui aura un atelier de production ou une petite usine ou quelque chose comme ça, voilà, où il y a de la fabrication, de la transformation, c'est peut-être aller mettre des capteurs, c'est peut-être aller mettre peut-être une caméra qui va analyser je sais pas, la qualité de la production, qui va capter de la donnée et pouvoir après l'injecter dans les systèmes de l'entreprise, que ce soit je sais pas moi, le RP ou le logiciel de pilotage de l'usine. Donc voilà, de nouveau, il n'y a pas il faut absolument avoir une caméra, absolument avoir tel et tel logiciel, mais c'est de nouveau, quels sont vos besoins, comment vous voulez progresser. Si par exemple, je prends la production, on veut augmenter la qualité, ça peut être augmenter la quantité. En fonction de ça, il y aura peut-être certaines technologies qui pourront être intéressantes pour vous faciliter la vie. Et à Infopol, est-ce que vous utilisez justement un outil qui vous a, qui a transformé votre façon de travailler ou qui vous a aidé
Disons qu'on a, notamment comme l'Infopole, on est beaucoup en contact avec nos membres. On a un CRM qui est partagé, je veux dire, par les différents collaborateurs. On a aussi, par exemple, pour la suite Office. Et donc là, ça permet voilà, d'échanger facilement des documents, de stocker de l'information. Donc voilà, c'est un outil qui est intéressant. Et par exemple, dans le CRM, on a je vais réactiver différentes fonctionnalités. On l'a quelque part parfois un peu paramétré selon nos besoins pour pouvoir stocker, par exemple, les informations dont on avait besoin. Et ça, c'est un chantier qui est en évolution parce que dès que on ajoute quelque chose, on dit, on pourrait faire ça aussi en plus. Et voilà, c'est un peu itératif. Ok. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on débute avec un nouvel outil ou en général dans la digitalisation? Disons qu'il y a plusieurs points, je pense, qui sont importants. Comme j'ai dit, bien essayer de définir le besoin, parce que souvent, on veut vite aller vers un outil, vers une solution. Or, souvent, c'est le besoin. De quoi on a besoin? Essayer de voir après, de quelque part se dire, voilà peut-être les informations qu'on a, voilà le résultat qu'on veut avoir, et quel outil, quelle technologie peut nous aider à atteindre ce résultat. Donc ça, c'est une chose. Il y a le côté dynamique de changement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas d'outils, puis on se dit, voilà, maintenant, on va stocker par exemple, les cartes de visite de nos clients dans notre CRM ou les informations, ça veut dire que tous les collègues doivent prendre le pli de le faire. Et ça, c'est pas forcément, enfin, c'est du changement, donc c'est pas forcément évident pour que tout le monde le fasse bien. Voilà, on est tous humains et donc parfois on ne change pas aussi facilement que ça. Donc ça, c'est peut-être un point d'attention. Il y a le côté parfois formation, accompagnement. Donc peut-être parfois de pouvoir réexpliquer la procédure qui était mise en place, de réexpliquer comment on utilise l'outil, de pouvoir peut-être former parfois des gens à l'outil, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, comment on peut l'utiliser à la fois pour par exemple introduire des données, mais aussi en extraire, pour justement faire un rapport par exemple sur combien j'ai eu de rendez-vous clients. Et donc là, c'est plus, je dirais, de l'accompagnement à mettre en place, soit en interne, soit avec une aide externe. Okay. Donc, il est important de bien accompagner ses équipes ou de peut-être se former soi-même avant de se lancer. Voilà, et c'est vrai qu'ici, on a parlé d'outils depuis le début. Ouais. Et en fait, voilà, disons que c'est le prisme, parfois on voit par le prisme technologique, mais comme j'essaie un peu de lire, c'est se centrer sur les besoins, mais au final, derrière les besoins, c'est des gens, c'est des personnes qui ont des difficultés dans leur travail au quotidien ou qui imaginent en disant, tiens, on pourrait faire différemment. Et donc, c'est de pouvoir se concentrer sur les personnes qui ont, on parle d'intelligence artificielle, mais à la fois, quand on réunit toutes les personnes sur une table, on est sur de l'intelligence réelle et collective. Oui. Et donc, c'est de là que peut parfois, ou souvent, soit mieux identifier des problèmes, des difficultés et surtout des solutions. Alors après, toutes ne sont pas envisageables, mais ça permet de plutôt partir de la base des gens, du besoin du terrain, plutôt que d'abord se dire on va prendre une techno et on va essayer ou un logiciel et on va essayer de le plugger sur notre entreprise. C'est pas toujours ça qui va amener le succès, c'est souvent plutôt le chemin inverse. Oui, donc ça peut améliorer, mais il y a aussi des risques de peut-être ralentir justement, ou peut-être certaines sociétés vont essayer d'utiliser des outils qui au final ne sont peut-être pas faits pour eux, et donc à ce moment-là, c'est l'effet inverse, quoi. Voilà, ça pourrait. Disons que le risque, c'est que les gens n'utilisent pas l'outil qui était imaginé. Enfin, ça veut dire soit l'outil qui était acheté, donc ça veut dire qu'on y a passé du temps, ne fût-ce qu'à sélectionner le prestataire, ou soit qu'on a développé, donc on a peut-être fait du sur-mesure, on a passé du temps, je veux dire, soit en externe qu'on a payé, ou du temps interne qu'on a payé aussi quelque part. Et donc, le risque, il est plutôt là, c'est qu'on adopte un outil, enfin, on achète un outil, et puis au final, il est dans un placard et il ne sert à rien. Et donc ça, c'est pas bon. Alors après, il faut aussi rester modeste. Comme tout projet, comme tout outil, et vous pouvez le voir à titre personnel chez vous, hein, parfois vous achetez un nouveau électroménager, et puis au final, vous l'utilisez 2 fois l'an, et encore 2 fois l'an, c'est peut-être beaucoup. Donc voilà, tout n'est pas toujours fait de succès, mais disons que se dire, tiens, quels sont les besoins, comment on va l'utiliser, qu'est-ce que ça va nous apporter, d'avoir un petit temps de réflexion plutôt que de sauter sur
la première promotion ou le Voilà. premier gadget, enfin, ou en tout cas qui pourrait s'apparenter à un gadget qui passe, quoi. Ouais. Ben justement, donc, existe-t-il des aides pour aider les entreprises qui souhaitent se digitaliser? Oui, ben donc justement pour faire quelque part les bons choix, ou en tout cas les moins mauvais possibles, il existe ben, à la fois des structures, ben, je citais tout à l'heure ben, qu'il y avait beaucoup d'acteurs en Wallonie, donc il y a vraiment des personnes dont c'est le métier de vous accompagner, de réfléchir par exemple sur vos processus pour pouvoir identifier comment on peut les faire évoluer et comment on peut après greffer des outils digitaux. Donc ça, voilà, c'est des ressources qui existent. À côté de ça, il y a comment dire, des cellules d'accompagnement. Par exemple, dans chaque province, il y a ce qu'on appelle les CEI qui dépendent souvent des intercommunales, où là, il y a des personnes qui sont en charge d'accompagner les entreprises. Donc ça, c'est un type d'aide. Et alors, à côté de ça, pour le digital, notamment de manière plus spécifique, il y a au moins le dispositif chèque entreprise qui permet justement de travailler sur la maturité numérique de l'entreprise, donc c'est-à-dire de faire un constat, quelle est la situation actuelle de l'entreprise et de voir comment on peut la faire évoluer. Et donc là, on finance de la consultance. Donc c'est pas de l'implémentation, c'est pas pour financer un logiciel ou une licence ou le développement d'un logiciel, mais c'est vraiment prendre le temps de la réflexion. Et donc là, c'est des aides importantes puisqu'on parle de 50% d'intervention. Ça, c'est vrai pour la maturité numérique. Ça peut être aussi vrai pour l'aspect cybersécurité, qui est une thématique importante aussi dans le numérique. Et alors, élément aussi très intéressant, c'est pour l'IA, mais quelque part aussi sur la réflexion de la donnée au sein de l'entreprise. Il y a le dispositif Start IA, dispositif assez intéressant puisque c'est assez rapidement activable. C'est une mission de maximum 40 heures qui est financée. Donc en 40 heures, il y a déjà moyen de faire un beau tour de l'entreprise, financé à hauteur de 70% par la région, par la stratégie digitale Wallonia. Et donc là, le but, c'est de faire vraiment un peu un scan 360 de l'entreprise, de voir quelles sont les données, par exemple, que l'entreprise a, aussi quels sont les challenges, et de voir si l'IA ou peut-être d'autres technologies numériques peuvent aider pour résoudre ces problèmes. Et donc là, ça permet vraiment quelque part un peu justement d'essayer de limiter le nombre d'erreurs peut-être que l'on va faire en se lançant tout seul. voilà, en essayant de cibler les bons chantiers, les bons challenges, de mettre les bonnes technologies en face de ces challenges. Et quand on parle de technologie, c'est parfois, je citais le mot IA, parfois il n'en faut pas pour résoudre le problème. Il y a moyen de le résoudre autrement. Et parfois, dans l'IA, il y a plusieurs, on va dire, familles d'IA pour faire simple. Et voilà, donc parfois il faut aller activer le bon système d'IA ou la bonne entreprise qui va pouvoir vous aider à challenger ce problème. Donc voilà déjà des aides pour passer à l'action, donc soit à la fois des personnes ressources ou soit à la fois des aides financières. Ok. Donc tu parlais de l'utilisation de l'IA. Je pense que maintenant, beaucoup de sociétés se sont lancées et ont intégré l'IA dans leur société. Est-ce qu'on doit faire attention à quelque chose avec l'IA, donc juridiquement parlant ou... Pardon, excusez-moi. Donc pour l'IA, peut-être avant peut-être d'aller sur le plan plus juridique ou de la protection des données, peut-être, bon, aujourd'hui on entend beaucoup parler de ChatGPT ou d'autres comme DeepSeek, Gemini, enfin voilà, Perplexity, je cite aussi Mistral, comme ça je mets plusieurs noms, même si souvent quand on parle d'IA générative, on a tendance à parler de ChatGPT parce que c'est peut-être le plus visible. Mais donc là, on est sur de l'IA générative. Donc pour faire simple, pour mettre quand même deux, trois mots sur ce concept, c'est une IA qui va générer, par exemple, du contenu, c'est-à-dire par exemple du texte, des images, des vidéos, du son, pour faire simple. À côté de ça, en fait, il y a d'autres types d'IA qui vont, par exemple, analyser des données. Je crois que vous avez une super base de données, par exemple, enfin, peu importe le format, mais imaginez un fichier Excel avec plein de colonnes, plein de cellules. Donc, ce sont des données structurées. L'IA peut générer, par exemple, enfin, peut analyser ces données pour, par exemple, prédire
je sais pas moi, quelle est la prochaine offre commerciale qu'il faut donner à un client ou prédire comment le chiffre d'affaires qu'on va faire l'année prochaine, pour donner un exemple. Et donc là, on n'est pas forcément sur de l'IA générative, bien que parfois on va avoir une couche d'IA générative pour interagir avec le modèle. Mais où je voulais en venir, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a beaucoup de buzz autour de ChatGPT qui fait enfin, et tous ses frères et sœurs, cousins dont j'ai parlé, et c'est vraiment intéressant à utiliser dans les entreprises. Mais peut-être qu'il y a des challenges qui peuvent être adressés avec de l'IA qui n'est pas générative, et qui sont quelque part tout aussi importants et intéressants pour les entreprises et parfois qui vont apporter beaucoup plus de valeur ajoutée que d'aider à rédiger un email ou gagner un peu de temps là-dessus. Ça va en apporter, donc on peut gagner du temps avec les IA génératives, mais peut-être qu'on va gagner des choses, avoir plus d'impact. Par exemple, je vais te donner un exemple, hein. On peut, par exemple, avec de l'IA, analyser des données. Donc, prédire, par exemple, si un client va quitter l'entreprise, prédire peut-être aussi si je sais pas moi, un collaborateur a un risque de burn-out. On peut analyser des images, par exemple, prises par une caméra, comme je disais tout à l'heure, pour peut-être faire soit un inventaire, ça peut être aussi diagnostiquer des défauts, par exemple, dans une pièce, on aurait pris une photo, une vidéo, et pouvoir dire si la pièce elle est conforme, par exemple, à certains standards. Voilà, toutes ces choses-là, c'est aussi de l'IA qui peut aider. C'est pas forcément de l'IA générative. Alors, ça demande parfois d'autres compétences que simplement faire un prompt. Et donc là, il faut peut-être parfois faire appel à un spécialiste, mais ça va pouvoir apporter parfois beaucoup plus de valeur ajoutée pour les challenges de l'entreprise, pour mieux satisfaire le client, pour produire, par exemple, en faisant moins de défauts, moins de déchets. C'est que je ne l'ai pas dit, on peut aussi, par exemple, avoir des moteurs qui contiennent de l'intelligence artificielle pour optimiser, par exemple, une production. Imaginez, vous avez plusieurs types de pièces à produire, vous avez différentes machines qui savent les produire, mais comment on va répartir la production pour, par exemple, diminuer le temps qu'on va y consacrer ou diminuer les ressources. Imaginez, on doit découper des pièces dans une plaque en bois, mais comment assembler les pièces pour avoir le moins de chutes possible. Et donc là, on peut faire aussi des économies grâce à ça. Et parfois, ça apporte beaucoup plus que gagner 5 minutes pour rédiger un email. Oui, c'est vrai que l'IA, on voit toujours le chat GPT, quoi. Oui. Mais donc, et pour revenir à ma question, donc, est-ce qu'il faut faire attention en utilisant justement l'IA dans les sociétés? Il faut augmenter la cybersécurité. Sur la sécurité, disons qu'il y a plus grand, enfin en tout cas sur l'IA et notamment générative, hein, c'est ça qu'on parle indirectement, il y a la grosse problématique de la sécurité des données, de la protection de ces données, aussi le respect du RGPD notamment. Donc là, ce qu'il faut particulièrement faire attention, c'est quels sont les outils d'IA que vous allez utiliser. Donc j'ai cité par exemple ChatGPT, mais ça peut être aussi DeepSeek qui est sorti récemment. Déjà, je pense que les deux outils ne sont pas forcément sur le même pied d'égalité en termes de protection des données. Et alors aussi, comment vous allez le paramétrer. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans ChatGPT, en tout cas, notamment dans la version payante, dans les paramètres, vous pouvez aller cocher ou décocher une petite case qui dit que, par exemple, les données que vous allez, ou les informations que vous allez taper dans le chat GPT ne vont pas partir pour entraîner le modèle. Et donc là, vous gardez quelque part les données, les informations à votre niveau. Idem si vous utilisez par exemple une suite ou l'outil Copilot que l'on peut retrouver chez Microsoft, ils ont certains standards avec des normes ISO qui garantissent à la fois la protection des données, mais aussi le respect du RGPD et le fait que les données, toutes vos données, par exemple vos différents documents, Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc., qui sont par exemple sur votre Drive, Copilot peut y avoir accès, mais ne va pas partager ces données avec Microsoft quelque part. Ça va rester dans votre environnement. Et donc là, il faut soit faire le choix de l'outil, soit le paramétrer correctement. Et alors, la troisième chose aussi que l'on peut faire, c'est quelles sont les informations que l'on va partager. Si vous demandez, par exemple, je vais chaque fois citer ChatGPT, mais je devrais dire un outil d'IA générative, vous allez lui donner, je sais pas moi, un email à rédiger en disant « ouais, je serai un peu en retard aujourd'hui » et il vous le rédige. Il n'y a pas de données très confidentielles, enfin, a priori pas confidentielles. Par contre, si vous lui donnez la liste de vos clients avec
je sais pas moi, les adresses email, le numéro de téléphone, l'adresse. Là, il y a des données qui sont à caractère personnel, et puis vous lui demandez d'analyser quelque chose là-dessus. Quelque part, vous avez mis ces données quelque part à l'extérieur de votre entreprise, et donc en évitant de faire ça, ou en anonymisant par exemple les données, on peut se prémunir de ce type de risque. Donc, en allant bien décocher le fait que ChatGPT enregistre nos réponses, quoi. Voilà, et peut-être aussi un complément d'information, c'est que certains modèles, voilà, comme ChatGPT, tournent sur des serveurs cloud ou comme Copilot. Ouais. Après, si vous avez des données vraiment sensibles et que vous souhaitez quand même mettre un outil d'IA générative, par exemple pour les analyser, pour y avoir accès, il existe des solutions, notamment autour de Mistral, mais ce n'est pas forcément la seule, où en fait on peut avoir ce type de modèle de données qui tourne en local, on va dire. Et là, vous pouvez quelque part mettre un peu une capsule autour de vos données, autour de l'algorithme, où rien ne va pas partir vers l'extérieur. Voilà, ce n'est pas forcément accessible, je veux dire, pour le premier venu qui sait faire des prompts peut-être sur ChatGPT, mais tout à l'heure, je parlais d'expertise. Donc, on a des experts en Wallonie, que ce soit des entreprises privées, y compris même des centres de recherche qui, par exemple, travaillent sur des données médicales, où là, justement, on s'assure que les données restent bien là où elles sont, qui peuvent, voilà, si vous avez ce genre de problématique, ces entreprises sont capables de vous accompagner sur ces thématiques-là, de mettre une solution adaptée à votre niveau de risque, quelque part. Et donc, c'est là qui est intéressant d'utiliser les dispositifs comme Startia ou l'échec entreprise pour pouvoir justement traiter ces questions. Se dire, OK, mais j'ai des données qui sont là à caractère personnel, des données qui sont sensibles, ou ces données-là, je ne veux pas que ça se retrouve n'importe où. Comment on fait pour utiliser un outil numérique? Comment on fait pour utiliser de l'IA pour garantir la protection de ces données? Donc ici, on parle beaucoup d'outils avec l'IA, mais est-ce que en 2025, il existe encore de très bons outils qui n'en utilisent pas? Alors, disons que voilà, il y a tous les outils qui existaient, je dirais, enfin, soit avant 2025 ou même avant ChatGPT. Donc, tous les logiciels que vous utilisez au quotidien, certains parfois intègrent de l'IA. Mais disons que dans ce cas-là, l'IA va venir quelque part augmenter la capacité du logiciel. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Copilot et du lien qu'il a avec la suite Office. Avant, vous utilisiez, je sais pas moi, pour faire une présentation PowerPoint, par exemple. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'IA qui a été mis dans PowerPoint, par exemple, pour rapidement changer, par exemple, des templates. Ou avec Copilot, il va venir doper et vous aider à créer plus vite un PowerPoint. Et donc, l'IA peut être vue aussi comme parfois un espèce de dopant pour des logiciels existants. Et ça, c'est une tendance qu'on remarque, c'est que des logiciels, tout à l'heure j'ai parlé de CRM, de RP, ou par exemple, si vous prenez un outil pour gérer par exemple vos tâches, comme différents outils, par exemple, moi je connais ClickUp pour gérer vos tâches. Aujourd'hui, ils ont mis une couche d'IA où vous allez, par exemple, interagir avec le logiciel en langage naturel. Donc, vous allez taper en disant quelles sont les tâches que je dois faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, vous deviez aller dans des filtres. Enfin, en tout cas, avant, c'était la seule solution, aller dans les filtres en disant aujourd'hui, on est jeudi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Voilà, donc l'IA permet de quelque part d'augmenter les logiciels. Et d'ailleurs, c'est parfois aussi la voie la plus facile et rapide pour que vous adoptiez l'IA. En fait, au final, ce n'est pas forcément très important d'adopter l'IA. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est d'aller plus vite sur vos tâches, vos challenges. Et donc, si vous utilisez un outil qui est dopé à l'IA, ça va vous faire gagner du temps. Par exemple, certains logiciels comptables vont automatiquement rapprocher une facture d'un paiement. Alors, avant, ça se faisait vraiment sur base uniquement de la communication. Donc là, il n'y avait pas forcément beaucoup d'intelligence, c'était une recherche. Mais ici, si la communication n'est pas tout à fait correcte, ils vont peut-être regarder le montant, le numéro de compte, et voilà, sur différents paramètres, et c'est déterminé si oui ou non la facture est liée au paiement. Si je reprends dans la comptabilité, certains logiciels maintenant intègrent une couche d'IA, vous envoyez vos documents et vont eux-mêmes aller rechercher qui est le fournisseur, par exemple, ou qui est le client, qui a été payé, et vont encoder, par exemple, ou pré-encoder directement la facture dans votre logiciel comptable. Là, ça nécessite une couche d'IA pour pouvoir faire ça, pour reconnaître des documents différents.
Et donc là, l'avantage de l'IA, c'est que ça va venir compléter des logiciels existants pour augmenter, je dirais, l'interaction ou la rapidité Rapidité, la rapidité d'utilisation du logiciel. très bien. Si tu avais un outil à nous conseiller, Ouf. ou ton outil préféré, tout simplement. Mon outil préféré, c'est Excel. Mes collègues le diront. Non, mais allez, je veux dire, si on parle d'IA aujourd'hui, c'est clair que l'IA générative change un peu nos manières de travailler. Après, bon, j'en ai cité déjà plusieurs des outils généraux. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir quelque part essayer d'améliorer son niveau d'utilisation de ces outils généraux, pour en parler aussi après, mais aussi peut-être de se dire, OK, aujourd'hui, il y a une révolution avec l'IA, mais comme je le disais, ça concerne aussi les logiciels avec lesquels on travaille déjà, enfin, on travaillait avant, ou peut-être qu'on ne travaillait pas, et c'est de se dire, comment je peux aller chercher parfois des petits logiciels qui font peut-être une ou deux tâches, mais pas forcément plus, et qui me font gagner du temps. Et on a quelques exemples qui sont soit parfois connus ou moins connus. Je vais prendre un très connu, par exemple, c'est une société belge, donc on va faire un petit cocorico, la solution Lexi, mais qui vous aide à transcrire, par exemple, une réunion et apporter quelque part plus de valeur ajoutée à vos réunions. Alors, ça peut être une réunion de travail interne, ça peut être une réunion commerciale. Et donc, cette solution, elle est intéressante, mais elle ne fait que ça. Elle ne va pas faire autre chose. Donc, elle ne va pas vous aider à créer une image pour poster sur vos réseaux sociaux. Mais l'intérêt de l'outil, il était fait que pour ça, vraiment en tenant compte de ce besoin. Comme je dis, c'est une solution belge. Pour faire un peu leur promotion, notamment, ils respectent aussi tous les standards RGPD, de protection des données. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller vers des outils comme ça qui sont parfois peut-être plus spécifiques, qui vont faire peut-être une tâche ou deux ou trois, mais sur lesquels on a davantage peut-être de contrôle ou de confiance dans ce que l'outil va faire. Et quand je dis confiance, il y a la protection des données, mais il y a aussi les résultats. Parfois, on peut demander quelque chose à une IA générative, il nous sort un résultat, mais on a parfois du mal à savoir si, par exemple, on lui dit cite-moi les 5 concurrents, savoir si c'est les bons, ou s'il n'en a pas oublié peut-être certains. Et donc, voilà, parfois, en allant chercher des outils plus petits, ça peut amener plus de précision, de contrôle, de certitude sur l'outil. C'est un peu la différence entre avoir un couteau suisse, je dirais, ou un Opinel. Voilà, les deux sont intéressants, mais disons que parfois, voilà, on a besoin, ou alors on a besoin d'un bon tournevis, et pas justement le tournevis qui est sur le couteau suisse, qui va bien fonctionner, mais rien ne remplacera jamais un bon tournevis en croix. J'ai pris l'exemple des réunions, mais parfois il existe aussi d'autres briques logicielles ou d'autres logiciels. Par exemple, je connais une entreprise qui a développé un logiciel de prise de commande vocale. Donc, plutôt que d'envoyer un email à votre fournisseur en disant il me faut 2 boîtes de ceci, 3 boîtes de cela, on peut le faire de manière vocale. Avec différents briques d'IA, ça va traduire d'abord en texte, et puis le texte va essayer de faire le matching en disant il me faut 2 boîtes d'ananas. Il va essayer dans le logiciel interne de pouvoir identifier la référence du produit, basé à la fois sur un matching ou sur base de l'historique client, parce qu'il commande d'habitude toujours ces 2 boîtes d'ananas. Et donc voilà, ça c'est une petite brique, ça ne fait que ça, de nouveau, ça ne génère pas d'image, pas de vidéo, pas d'autre chose. Mais donc on va pouvoir là apporter beaucoup un gain de temps. Un gain de temps. Ça apporte peut-être des nouvelles fonctionnalités aussi, parce qu'on peut commander quand on veut, on peut avoir une interaction. Mais là, l'intérêt d'avoir des petites briques comme ça, c'est qu'on maîtrise mieux aussi le résultat. Ok. Voilà. On va peut-être passer à la session questions-réponses, à moins que Jean-Philippe, tu aimerais ajouter quelque chose. Peut-être qu'on a parlé de l'IA, donc de nouveau, on ne peut pas se laisser parfois uniquement absorber, je dirais, par l'IA générative, bien qu'elle peut être utile à beaucoup d'endroits, notamment pour toutes les tâches plutôt, je dirais, administratives ou bureautiques. Mais si, je veux dire, on essaye de faire des prompts, si on essaie de faire des prompts beaucoup plus détaillés, on va pouvoir là gagner en
en qualité. Alors, si on prend ChatGPT, mais on retrouve les mêmes solutions dans tous les cousins et dans toutes les autres solutions d'IA générative, ben on a par exemple la possibilité de faire ce qu'on appelle un GPT, donc c'est un espèce de prompt que l'on va de nouveau un peu dédier à une tâche pour, par exemple, je sais pas, moi, générer une réponse à un email, générer un post LinkedIn, ou ça peut être analyser, par exemple, un document, je sais pas moi, une facture, un CV, etc. Et on va donner des instructions qui sont vraiment spécifiques à cette tâche. Et le fait de découper en tâches va de nouveau augmenter la qualité des réponses qui vont, ou des analyses qui vont être formulées par l'IA. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme outil à travailler. Ouais, c'est un petit peu comme avoir un Un- collègue, Voilà, un collègue, mais qui est dédié à une tâche. tâche. Et c'est vrai que notamment, aussi, on voit dans les différentes évolutions, notamment ce qu'on appelle les agents IA. Donc, c'est une IA qu'on va programmer, de nouveau avec des prompts, en lui donnant des instructions spécifiques, mais sur lesquelles on va davantage peut-être détailler les étapes. Et cette IA sera capable, je veux dire, d'être un petit peu autonome, évidemment autonome dans un cadre restreint et limité. Et ces agents IA voilà, vont agir comme un agent, comme un assistant. Parfois vont pouvoir interagir, donc si on a plusieurs agents IA, ça va pouvoir interagir entre eux pour arriver à une solution quelque part la meilleure possible. Pour prendre un exemple concret, imaginez que vous devez rédiger un email. Mais il y a plusieurs choses, enfin, email de type, par exemple, newsletter, il y a plusieurs choses à faire. Il y a peut-être générer des images, des visuels, il y a générer du texte, il y a générer un objet. Et en fait, on peut créer justement des agents IA où c'est comme si on avait chaque fois des prompts. Il y en a un on va le focaliser vraiment sur la génération d'une image. Un autre, on va le focaliser sur la rédaction de l'objet, parce qu'on sait que c'est important pour favoriser le clic, et un autre sur le texte. Et ces agents vont chacun avoir quelque part leur propre production, et puis à un moment donné, il faut pouvoir compiler le tout pour générer cette newsletter. Mais c'est aussi valable pour d'autres tâches. On peut imaginer, je sais pas moi, vous collectez un feedback d'un client, puis il faut traiter ce feedback client, il faut peut-être l'envoyer à une personne, préparer une réponse pour le client, peut-être, je sais pas moi, générer un ticket dans le SAV. Et donc là, de nouveau, on peut découper en fait un peu tout le process en morceaux et avoir chaque fois des petits agents qui vont travailler de manière autonome, qui peuvent aussi être soumis à la supervision humaine. Donc, à certains moments, lui dire, avant d'envoyer l'email, fais-le-moi valider, par exemple. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont intéressants parce que à la fois, il y a un côté de gain de temps et surtout, souvent, on voit l'IA pour gagner du temps, mais on peut améliorer les processus de l'entreprise. Par exemple, voilà, pour mieux gérer le service client, pour donner un exemple. Ouais, chez nous, chez Interphone, on utilise beaucoup l'IA. Et on a également, on a aussi des petits collègues comme ça, ChatGPT, qu'on a renseignés en fonction de leur rôle. Donc voilà. Donc, on va regarder s'il y a des questions. Ou Robin, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, va peut-être nous dire les questions. Il y a une question. Oui. C'était, donc l'IA s'intègre de plus en plus dans nos outils du quotidien, de LinkedIn à Canva, en passant par nos CRM et logiciels de gestion. À quel moment doit-on voir ces intégrations comme une réelle opportunité de productivité? Et quand faut-il rester vigilant face à une possibilité de perte de maîtrise ou de valeur ajoutée? Alors la question est très vaste, mais disons que c'est vrai qu'on parle d'IA, donc intelligence artificielle. Certains disent que c'est en fait moi je dis que parfois c'est une interaction augmentée, comme je le prenais l'exemple, où c'est-à-dire on va pouvoir converser avec notre logiciel, alors qu'avant on ne savait pas. Et d'autres spécialistes disent aussi que parfois c'est justement l'interaction entre les différents interactions, et donc intégration entre les différents logiciels.
puisque l'IA, que ce soit par un agent ou par d'autres techniques, va pouvoir parfois transformer, comme on l'a vu, hein, du texte enfin, de la voix en texte. Et donc, ça va interagir, je sais pas moi, entre par exemple le répondeur téléphonique et justement le CRM ou le logiciel de gestion. Ici, dans l'exemple qui est pris, ben, c'est entre Canva, donc qui est un éditeur de visuel pour faire simple, et LinkedIn, bah, donc j'imagine que la personne l'utilise pour faire ses posts. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de parfois, c'était déjà le cas avant l'IA, il y avait des outils comme Make, Zapier, Power Automate, par exemple, dans Microsoft, qui permettent de faire le lien en fait, entre différents outils. Ici, avec l'IA, l'avantage, c'est qu'on sait mieux faire ces liens, puisque avant, il fallait vraiment dire, je sais pas moi, si tu reçois tel type de message, alors tu fais ceci. Si tu reçois tel truc, tu fais ceci. Ici, on peut davantage, bon, il faut toujours donner un peu des guidelines, mais de prévoir beaucoup plus de cas de figures, de scénarios. Et donc, bah, l'IA va surtout justement apporter ce lien et donc apporter plus de valeur ajoutée. Maintenant, soit on met tout en full automatique, ce qui est une option, ou soit, comme je l'ai dit dans l'exemple juste avant, où on peut dire, ben voilà, tu vas peut-être, je sais pas moi, je te donne une instruction, tu vas me générer le visuel, le texte, et puis tu me le demandes à valider, et je n'ai peut-être plus qu'à pousser sur un seul bouton, et ça va aller faire le post sur LinkedIn, mais il y a quand même une interaction humaine. Donc c'est là que on peut quelque part laisser l'humain dans la boucle, hein, human in the loop, comme on dit, pour bah, s'assurer de la qualité. Et c'est à la fois la qualité de la réponse qui est donnée par les outils d'intelligence artificielle, mais souvent, parfois, c'est pas, enfin, l'outil, à la fois, il est enfin, l'IA, c'est à la fois très intelligent et très con, dans le sens où enfin, l'IA peut faire beaucoup de choses, mais il faut lui expliquer, et surtout, nous, on attend un certain résultat, que ce soit adapté, par exemple, à notre cible, soit adapté au ton de l'entreprise, si on parle de la communication, ou on veut un certain type de réponse. Par exemple, je sais pas moi, analyse-moi les concurrents, est-ce qu'on veut du texte, ou est-ce qu'on veut un tableau? Et donc, tout ça, il faut lui dire. Et c'est pas l'IA par elle-même qui va le proposer. Et donc parfois, quand la réponse n'est pas bonne, c'est pas l'IA qui ne fonctionne pas, c'est nous qui nous sommes. Enfin voilà, on n'a pas bien expliqué ce qu'on voulait. Tu faisais l'analogie avec un collègue, bah, c'est la même chose, quoi. Voilà. Peut-être que le collègue est très compétent, mais il faut pouvoir lui dire ce qu'on attend de manière précise pour avoir le résultat attendu. Et donc c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir, voilà, de tester. On met un prompt, on regarde le résultat, et puis on se dit, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Donc on peut lui dire à l'IA, mais je veux pas, par exemple, que tu cites tel et tel mot parce que bon, c'est pas dans notre langage, ou c'est pas, voilà, on n'a pas envie de parler de telle information. Donc on peut lui dire dans le prompt, ne fais pas ceci. On peut lui dire aussi, fais cela. Donc, par exemple, donne-moi la réponse sous forme d'un tableau, par exemple. Et on peut détailler le tableau, hein, 3 colonnes avec tel et tel critère. On peut aussi, pour améliorer justement la qualité des prompts, c'est lui dire, fais attention à ceci. Par exemple, je sais pas moi, si c'est je sais pas moi, un prompt, c'est peut-être d'aller vérifier une information, ou par rapport à certaines pratiques internes. On peut aussi parfois lui donner des exemples. Et donc, c'est soit pour justement pour les exceptions. Donc, imaginons qu'on veut analyser, je sais pas moi, un document avec de l'IA. Ben, on peut lui dire, mais regarde, tel document, voilà la réponse que j'attends, telle autre, telle réponse, un peu comme on le ferait aussi avec une personne, en disant, ben, regarde, écoute, à ce document-là, voilà comment tu le gérais. Et donc, ça va améliorer la qualité de sortie, ou l'exemple va aussi permettre de, je sais pas moi, vous avez déjà écrit plusieurs, si je reprends l'exemple des posts, vous avez écrit plusieurs posts LinkedIn que vous trouvez bien, ou vous avez vu des posts LinkedIn sur les réseaux d'autres personnes, vous aimez bien le style, le format, enfin peu importe ce que vous appréciez dedans, vous pouvez lui dire, ben, fais-le moi à la manière d'eux, et base-toi sur ces exemples-là. Et là, ben, vous allez améliorer quelque part la qualité de votre prompt, et surtout ben, le résultat qui sera plus conforme à vos attentes. Donc donc les 3 points que j'ai cités, c'est les exemples, fais attention, donc c'est un peu le cadre, les contraintes qu'on va lui mettre. Et dans les exemples, c'est ne fais pas ceci ou fais cela. Ouais, voilà, on va lui imposer des choses. En plus, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais le contexte, très important de lui donner, les objectifs, le rôle. Si on a déjà ces 3 éléments, plus aussi, comme je dis, bah, on impose des choses, on lui montre des exemples, et on lui dit de faire attention à ces points-là, bah là, on a déjà un prompt qui sera beaucoup plus qualitatif. Très bien. Donc
Deuxième question, on y a répondu un peu à travers, enfin, vous avez répondu un peu à travers la première. Donc, elle dit que trop d'outils d'IA, trop de mises à jour et trop de changements. Donc, comment éviter la surcharge technologique et garder une adoption efficace des nouvelles solutions sans perdre en productivité? Alors, désolé, je suis pris par plusieurs cannes de tout. Donc, par rapport à... C'est vrai que ça bouge tous les jours sur l'IA. On a des nouvelles, un jour de DeepSeek, le lendemain c'est ChatGPT, Grok, etc., etc. Et donc là, c'est vrai qu'on peut vite exploser. Je dirais que le conseil, c'est de se dire, bah, voilà, si vous êtes lancé dans une tâche, par exemple, vous dites, tiens, je vais analyser, je sais pas moi, mes données financières, je vais analyser peut-être des données de production avec de l'IA générative ou voilà, rédiger je sais pas moi, des courriers clients. Je dirais que restez sur l'outil que vous êtes en train d'utiliser, votre prompt. Après, rien ne vous empêche de parfois prendre le même prompt, de le mettre dans différents outils. Donc, imaginez, vous devez je sais pas, résumer un document. Vous avez un document PDF, vous allez le charger dans les différents outils d'IA générative et de voir quel est le résultat que ça donne. Donc, comparer, ça peut être intéressant. Maintenant, peut-être, bon, on peut comparer des milliers d'outils, ou en tout cas plusieurs, plusieurs, peut-être se limiter à un ou deux et de se concentrer là-dessus. Bon, voilà, il y a toujours des nouveautés tous les jours. On voit que les modèles évoluent, il y a des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, voilà, peut-être que ça va apporter des nouvelles réponses à ce que vous faites, mais il y a parfois, il n'y a peut-être pas d'utilité directe pour vous, en tout cas. De manière absolue, il y en a une, mais peut-être pas pour vous, pour votre besoin. Et donc, peut-être parfois se dire, OK, on reste et on va peut-être plutôt améliorer quelque chose qui existe plutôt que d'essayer de lancer une nouvelle initiative avec un nouveau moteur. Parce que si vous discutez avec des gens, tantôt, il y en a un qui dit « Ah ouais, le nouveau modèle ChatGPT, il est magique. » Et puis « Ah non, c'est mieux DeepSeek, c'est mieux… » Voilà. Après aussi, vous pouvez peut-être demander, je ne sais pas dans quelle mesure la réponse sera honnête, c'est à l'IA en disant « Voilà, je dois faire tel type de tâche. Voilà les 2-3 outils que je considère. À ton avis, quel outil est le plus adapté ?» Ça peut être intéressant. On le voit par exemple parce que ça, la réponse, comment dire, le rendu est très différent. Si vous prenez des outils de générateur d'images, vous en essayez plusieurs avec le même prompt, la qualité des résultats est parfois très différente parce que soit le modèle a ses limites ou alors il faut passer beaucoup plus de temps. Donc là, on le voit vite. Par contre, si c'est pour générer du texte ou analyser un document, c'est plus compliqué. Imaginez un document de 50 pages, vous lui demandez de faire un résumé. En fait, pour pouvoir challenger le résumé, il faudrait presque connaître le document, donc ce qui peut prendre plus de temps. Donc voilà, donc peut-être le conseil sur la surcharge, c'est de parfois oublier un peu les nouveautés et de se concentrer sur ce que vous faites aujourd'hui et vous verrez demain ou après-demain si cette nouveauté, une petite nouvelle fonctionnalité peut être intéressant. Voilà, et quelque part, si vous êtes sur un des outils d'IA générative dont on a parlé, ben, le modèle se met à jour, donc vous allez bénéficier en tout cas d'une meilleure qualité sans forcément changer vos prompts ou votre manière de faire. Donc, ne pas céder aux sirènes trop vite. C'est sûr. Et justement, donc là, on a sûrement la question d'un jeune qui nous demande qu'est-ce que vous conseillez comme idée de projet à un jeune qui veut se lancer dans une société dans l'IA? Ah, ben ça, il faudrait demander peut-être un outil d'IA générative. Disons que, parce que je vois qu'il y a aussi une question avant sur la guerre USA-Chine. Voilà, bon après, ça reste mon avis. Je pense que bon, vouloir faire un nouveau ChatGPT ou DeepSeek, ça va être sans doute compliqué par rapport aux moyens que ça demande. C'est-à-dire il faut des capacités soit financières, humaines ou technologiques assez importantes. Par contre, on le voit, et j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Lexi, mais il y a d'autres exemples au niveau belge où certaines entreprises développent une petite solution, mais il ne faut pas voir ça de manière péjorative, c'est plutôt voilà, un Opinel, un outil bien ciblé qui fait une tâche très précise et qui peut répondre à un besoin. Donc, comme Alexis sur les réunions, j'ai cité le préparateur de commandes, mais certains travaillent ont travaillé par exemple l'outil Squeeze qui était aussi développé en Belgique pour analyser justement des documents comme des factures de manière assez performante. Et donc, c'est peut-être de cibler des usages plus précis.
mais d'avoir un très bon outil, c'est-à-dire qui le fait très bien et limite mieux que peut-être ChatGPT ou Copilot. Donc ça, et qui apporte les fonctionnalités attendues. Donc ça, c'est une voie. Une autre voie, c'est plutôt de se dire, bah, tiens, comment on peut mettre de l'IA sur des logiciels existants qui sont parfois plus difficiles d'utilisation, ou qu'on pourrait peut-être réinventer la manière dont on utilise le logiciel. Pour citer, je prenais l'exemple de la commande vocale, mais on a l'exemple de Virtuosa. Voilà, c'est un logiciel pour gérer des entreprises de construction, mais ils ont mis une couche d'IA pour pouvoir faire des devis de manière beaucoup plus rapide, notamment en dictant aussi. Donc là, il y a le début de la voix, mais après, le devis, enfin, ça marche un peu en fait comme l'outil que j'ai expliqué avant. L'outil va pouvoir avoir accès, je dirais, aux différents types de matériaux, va pouvoir aller interroger une base de données qui contient des estimations de prix, et donc va pouvoir après sortir un devis en très peu de temps. Donc là, c'est sans doute des fonctionnalités comme ça, en développant un module d'IA qui va venir se greffer à des outils existants qu'on peut apporter de la valeur. Enfin, voilà pour deux idées. Après, peut-être discuter avec l'IA générative pour voir ce qu'elle en pense. Très bien. Et sur peut-être La société dans l'IA. Donc, que conseillez-vous comme idée de projet à un jeune qui veut lancer une société dans l'IA? C'est un peu, Ça se rejoint. c'est un peu ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'IA est une techno. Je pense que souvent, il faut la combiner à d'autres qui existaient, comme j'ai donné l'exemple de logiciels existants, soit d'automatisation, et surtout se dire qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice pour le client. En fait, c'est un peu peut-être la base de la stratégie ou du marketing. En fait, c'est pas, au final, on n'a pas besoin d'IA. Ce qu'on a besoin, c'est de, je sais pas moi, de générer une facture, générer un devis, on veut le faire plus vite, on veut mieux communiquer avec ses clients, on veut diminuer le taux de perte dans une production, on veut, je sais pas moi, plus facilement analyser des CV, on veut plus facilement planifier par exemple un trajet d'un véhicule. Par exemple, je sais pas, on livre, on est livreur, on doit faire plusieurs points avec différentes commandes, etc. Donc ça, c'est les besoins des entreprises, ou aussi des besoins marketing, etc. Enfin voilà, on peut vraiment couvrir l'ensemble des départements d'une entreprise, ou en tout cas des rôles d'une entreprise. Et après, bah, évidemment, l'IA peut faire beaucoup de choses, et donc elle peut nous aider là-dessus, mais en soi, on n'a pas besoin d'IA. Et donc, je crois que, voilà, si on prend même, je crois que les outils qui vont venir encore sur le marché, parfois on ne sait même pas qu'il y a de l'IA derrière. Si je prends l'exemple de ClickUp, en fait, on discute avec le modèle, bon, on sait que c'est de l'IA parce que c'est le buzzword, donc ils le mettent en grand. Mais au final, c'est une interaction avec le logiciel. Si on prend Lexi, peu importe s'il y a de l'IA ou pas dedans, ce qu'on veut, c'est avoir le PV de notre réunion, de pouvoir voir un résumé et les points d'action. Et donc, on n'a pas besoin en soi d'IA. Il y a peut-être besoin d'IA pour le faire, mais on n'achète pas le logiciel parce qu'il y a de l'IA dedans ou pas, mais c'est parce que ça nous apporte de la valeur, gagner du temps, par exemple, sur les réunions, les rendre plus efficaces, planifier plus vite, ou résoudre je ne sais pas si vous prenez des horaires, par exemple, imaginez dans un hôpital, le nombre de personnes, le nombre de contraintes avec les gardes de nuit, etc. Bah, c'est compliqué à faire à la main, même si ça se faisait avant. Bah, le fait d'avoir une couche d'IA ou des moteurs d'optimisation qui parfois ne contiennent pas de l'IA, bah, ça nous fait gagner du temps, ça permet de générer 10 fois l'horaire si on a envie, alors que si on le faisait à la main, qu'on arrive à le faire une fois. Voilà. Et donc, c'est plutôt qu'est-ce que ça fait gagner comme temps, qu'est-ce que ça améliore, quelle valeur ça apporte, et de voir après comment l'IA peut nous permettre de faire ça. Pour optimiser l'efficacité. Oui, donc voilà, l'IA sert beaucoup à optimiser, mais parfois, et c'est là que c'est intéressant, c'est de faire différemment. Pour, par exemple, apporter des nouveaux services, des nouveaux produits. Dernièrement, on m'a parlé d'un projet qui s'appelle Can-Do, où c'est un espèce d'assistant pour du personnel médical. Ben voilà, il y a une couche d'IA, mais il y a aussi d'autres technologies qui ont été mises, où le personnel soignant peut dialoguer avec un écran, enfin, une boîte pour dire voilà quels sont les soins qu'il a apportés à la personne. Tout ça va être capté par l'IA, mais il y a aussi d'autres technologies derrière, et injecté dans le dossier du patient.
Donc là, ça fait gagner du temps, mais ça permet aussi, par exemple, peut-être de maintenir davantage les personnes à domicile, de pouvoir peut-être détecter des choses qu'on n'aurait pas détectées de manière humaine. Je sais pas, la personne est moins en forme, des choses comme ça. Et là, par contre, on fait différemment. C'est pas juste gagner du temps, même si ça en fait gagner, mais ça apporte quelque chose en plus pour le patient et donc pour la santé. Ok, très bien, merci. Donc, on a une autre question par rapport à donc, Infopol. Donc, en fait, on nous demande, donc, est-ce qu'Infopol va-t-il organiser des groupes de partage de pratiques et de digitalisation avec les IA génératives pour dégager des bonnes pratiques qui marchent? Alors, donc, nous, on fait le relais d'initiatives, enfin, on peut faire le relais d'initiatives, comme voilà, on essaie de montrer ce qui se fait. J'ai cité tout un tas de use cases. Donc, on n'a pas forcément pour vocation d'animer voilà, un groupe, en tout cas pour un public très large. Maintenant, si vous souhaitez soit faire partie, je veux dire, de ce genre de groupe, n'hésitez pas à vous signaler. Maintenant, peut-être pour faire le lien avec une initiative qu'on a prise avec plusieurs partenaires l'an dernier, on avait organisé le salon Yaka. L'an dernier, c'était vraiment axé sur des technologies, enfin IA, mais low-code, no-code, c'est-à-dire facilement applicable dans votre entreprise. Donc, on avait pris cette initiative-là, voilà, pour faire exister ça. Et donc, on réitérera ce salon en 2025. 2025. Donc, voilà un exemple. Et alors, nous, on assure, enfin, on essaie en tout cas de montrer un maximum ce que des entreprises wallonnes font avec de l'IA, comme j'ai cité déjà des exemples. Voilà. Très bien. Ça répond en quelque sorte aussi à la dernière question qui parlait de votre événement par rapport aux IA dans les ressources humaines que vous aviez fait l'année dernière. Est-ce que vous comptiez faire des événements similaires? Donc ça, c'est l'Interphone Inopto. Oui, mais donc l'Infopol participe avec différents partenaires. Tantôt, ça peut être par exemple Interphone, mais on a aussi différents partenaires dans l'écosystème. Donc, j'ai cité tout à l'heure Digital Wallonia, où il y a une série d'initiatives. Il y a aussi, on a organisé des séances. Alors, soit parfois on était organisateur, co-organisateur, partenaire. J'ai cité le salon Yaka avec Mecatech, plutôt sur l'industrie. Il y a le HEC Digital Lab. Enfin voilà, il y a différents partenaires avec qui on organise des événements où on essaye de mettre en avant les technologies numériques. Évidemment, on parle beaucoup d'IA parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Et donc là, pour être tenu au courant de ces actualités-là, soit sur notre site internet, soit sur nos réseaux sociaux, soit dans notre newsletter également, vous pourrez être au courant. Et alors, si vous voulez, de manière plus globale, être au courant de toutes les initiatives qui existent au niveau wallon, là, c'est sur le site digitalwallonia.be, où vous retrouvez, il y a un agenda. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs qui organisent des événements de qualité. Ça peut être une conférence, ça peut être des workshops. Voilà, il y a différents formats pour parler numérique, pour parler d'IA, pour vous aider à passer à l'action. Et donc, digitalwallonia.be. Et alors, il y a même un sous-site pour tout ce qui concerne l'IA, et notamment le Start IA dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est digitalwallonia.be/IA. Voilà. Et pour revenir, enfin, on parlait de l'Interphone Inopto, il y a une deuxième édition qui est en préparation pour le mois de septembre. Donc, restez à l'écoute. On va bientôt publier à ce sujet. Voilà, je pense que Plus de questions. S'il n'y a plus de questions, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment sur notre webinaire. Merci Jean-Philippe. Merci Laura et merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Et voilà, nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt, on l'espère, sur notre prochain webinaire.